Existerait-il une relation entre la soie et la solitude? En tout cas, 98% des araignées qui vivent sur notre planète sont solitaires. Dans la grande forêt du Gabon, l'araignée néphile n'échappe pas à la règle. Au centre d'une gigantesque toile trône une énorme femelle. Pourtant, sa solitude n'est pas totale. Autour d'elle gravite non pas sa progéniture, mais une escouade de mâles ridiculement petits avec lesquels elle n'entretient aucune relation amicale particulière. La relation est strictement sexuelle. Car la maîtresse des lieux ne supporte aucune vibration d'origine animale sur la soie qu'elle a tissée. Tout intrus de taille inférieure à la sienne est assimilé à une proie qu'il faut immédiatement tuer et stocker. En cas d'erreur de manœuvre, ses propres mâles peuvent subir le même sort que celui de vulgaires proies. Cent fois moins lourde que la femelle, la cour masculine est tellement obsédée par la discrétion qu'elle se déplace sur un réseau de soie parallèle. Quand la femelle est repue et qu'elle est calme depuis longtemps, un mâle tente parfois l'aventure périlleuse de l'accouplement. Une vraie démarche de chevalier. Car le lieu de tous les plaisirs est une large fente située à l'avant de l'abdomen, donc pas très loin de la bouche. Mais courage ne veut pas dire suicide. Au moindre mouvement de la belle, le mâle abandonne provisoirement la partie. Ceci est un accouplement. Mauvaise épouse s'il en est, on pourrait espérer que les araignées soient de consciencieuses mères. Mais il n'en est rien. Chez la grande majorité des espèces, les cocons dans lesquels les femelles pondent leurs œufs sont abandonnés aux effets du hasard. Le nombre important de petits compense mathématiquement les pertes dues aux prédateurs. En fait, seules les jeunes araignées supportent la vie collective. Une fois adultes, leur caractère solitaire l'emporte. Quelques rares araignées possèdent toutefois l'âme maternelle. Les lycoses portent leurs petits sur leur dos pendant 1 à 2 semaines. L'exploit s'arrête dès que les jeunes se mettent à grossir. Tu ne supporteras aucun adulte de ton espèce, quel que soit son sexe, sauf au moment précis de l'accouplement. Tel semble être le code d'honneur presque indéfectible du monde solitaire des araignées. Pourtant, l'une des plus remarquables exceptions à cette règle se rencontre dans les profondeurs de la jungle du Gabon. L'araignée s'appelle Agelena et ne mesure pas plus de 15 mm de diamètre, pattes comprises. Non seulement ces araignées se tolèrent entre adultes, mais elles forment une société structurée dans laquelle règne l'entraide, la chasse en groupe, le partage de la nourriture et même l'assistance aux petits. Les nids d'Agelena peuvent être gigantesques et couvrir plusieurs dizaines de mètres carrés. Levés autour d'arbustes et de lianes, ils ne dépassent jamais 3 ou 4 mètres de hauteur. À la fois immeubles d'habitation et pièges mortels, ces fabrications sont étonnantes de légèreté. Mise en boule, toute la soie d'un grand nid tiendrait dans une seule main et ne pèserait pas plus de quelques grammes. La partie logement se situe dans des niches faites de feuilles vertes ou sèches, retenues par un dense réseau de soie. La surface des niches est recouverte de soie et parsemée d'entrées.
C'est à l'intérieur de ces niches que les araignées se réfugient en cas d'agression. C'est là qu'elles passent le plus clair de leur journée et qu'elles se reproduisent. Le reste du nid est entièrement consacré à la chasse. Le piège des Agelena est d'une efficacité redoutable. Les fils verticaux ont pour but de créer un espace de rencontre en 3 dimensions avec les proies qui volent dans les parages. Pour les soutenir, les araignées sont parfois obligées de trouver des points d'attache à 5 ou 6 mètres au-dessus des niches. Au-dessous des fils verticaux et entre les niches se trouvent d'immenses nappes de chasse. C'est là que finissent par tomber les proies qui n'ont pas eu la chance de s'extirper du labyrinthe vertical. Le rythme de travail de la société Agelena est d'une régularité étonnante. Entre 18 et 19 heures, quand le jour s'éteint, les adultes sortent des niches. L'heure est consacrée à l'entretien et à la réparation du piège de soie. Le réseau vertical est quotidiennement renforcé et agrandi. Une autre partie de la colonie répare et renforce les nappes de chasse. La quantité de nourriture dépend directement de la taille et de la qualité du piège. Vers 19 heures, l'activité de tissage cesse comme par enchantement. Certaines araignées retournent dans les niches, alors que d'autres se postent ici et là sur la toile de chasse et attendent l'arrivée des premières proies. La moindre vibration dans le réseau les renseignera sur la position et la taille de la proie. La coopération entre chasseuses pourra alors se mettre en marche. Près des étendues d'eau vit une petite araignée très performante, l'Argiope. En s'empêtrant dans la soie, la proie prévient son prédateur. L'Argiope s'approche et ne prend même pas la peine d'injecter à sa victime une dose de venin mortel. Sa compétence et sa rapidité en matière d'emmaillotage sont stupéfiantes. Face à une proie légèrement plus grosse, la technique est exactement la même. La victime n'a aucune possibilité de réagir. Il faut que la proie soit de taille égale ou supérieure à celle d'une araignée solitaire pour qu'elle ne soit plus attaquable. Les salticides sont de petites araignées qui chassent sans l'aide d'une toile. En outre, ce sont des sauteuses hors pair. Les lycoses, quant à elles, chassent à l'affût. Dès qu'une proie passe à leur portée, pourtant, les araignées solitaires sont toujours limitées par la taille de leur proie. Seules les araignées sociales parviennent à capturer des proies 20 à 30 fois plus grosses qu'elles.
Dès la nuit tombée, les grands nids d'Agellena se transforment en terrain de chasse. Les visiteurs involontaires sont nombreux, mais les araignées n'attaquent pas tout ce qui bouge. Les natures trop coriaces ou trop agressives les laissent le plus souvent indifférentes. Par contre, les proies tendres sont systématiquement attaquées. Le plus souvent, le nombre de chasseuses attirées dépend du remous opéré par la victime. Les vibrations de la toile semblent être le guide principal des chasseuses. La vue comme l'odorat sont très peu développés chez les Agellena. La reconnaissance de la proie se fait par contact direct. Avant chaque morsure, les araignées frappent leurs victimes avec leurs pattes avant, à l'extrémité desquelles se trouvent de petits organes de détection chimique. La qualité de la proie est ainsi établie. Ces coups de patte permettent également de savoir s'il s'agit d'une araignée et dans ce cas, de ne pas la mordre. Les fourmis ou les petites abeilles mélipones ne sont pas appréciées des Agellena. Les morsures n'ont alors qu'un seul but, inciter le visiteur à quitter les lieux. Les proies de prédilection des Agellena sont les papillons. Leurs grandes ailes supportent mal les fils verticaux qui les conduisent rapidement vers la nappe de chasse. Plus ils se débattent, plus ils attirent de monde. Aucune proie ne met les araignées dans un tel état d'excitation. Vers 22 heures, les toiles sont jonchées de restes de repas. L'activité de chasse commence à décliner. Mais depuis plus de 10 minutes, un criquet résiste comme un beau diable. Sa carapace est difficile à transpercer. Et de plus, il n'hésite pas à mordre toute araignée qui se montrerait trop familière. Le criquet présente un autre inconvénient. Le plus souvent, son corps dur et anguleux finit par percer la toile de soie. Première conséquence, du travail de tissage en heures supplémentaires. Mais à plusieurs, la tâche est vite terminée. La deuxième conséquence est plus surprenante. Elle concerne les araignées blessées. Car entre elles, les Agellena ne se reconnaissent que par contact. L'endroit de la blessure changeant de signature chimique, l'individu mal en point devient la victime de ses consoeurs. Au cœur de la nuit, alors que l'activité du nid est au plus calme, une étrange araignée fait son apparition. Son corps déguisé en morceaux de bois poussiéreux et sa démarche sournoise n'augurent rien de bon. Pas la moindre vibration de soie. Chercherait-elle à dissimuler ses allées et venues aux Agellena ? Rapide et discrète, cette araignée est une mangeuse d'Agellena.
Les araignées ne sont pas les seuls animaux à utiliser la soie. Les fourmis tisserandes en font un usage bien particulier. Elles replient entre elles une demi-douzaine de feuilles qu'elles assemblent avec du fil de soie. Chaque colonie vit ainsi dans une dizaine de nids proches les uns des autres. La technique de construction se passe en 2 étapes. Une partie des ouvrières rapproche les feuilles à coups de mandibules et de pattes. D'autres fourmis s'emparent de larves du 3e stade et se dirigent vers le lieu qu'il faut coudre de toute urgence. Les tisserandes, qui ne possèdent pas de glandes à soie, profitent tout simplement de celles de leurs larves. Tant que les feuilles exercent la moindre traction, les tisserandes continuent à tirer. Ces fourmis-là utilisent leurs larves comme de véritables outils de couture. Mais chez elles, jamais la soie ne sert à tendre des pièges pour d'éventuelles proies. Les fourmis tisserandes possèdent souvent des élevages de cochenilles. Ces petits insectes sucent la sève de l'arbre et nourrissent les fourmis de leur déjection, le miellat, en échange de quoi les fourmis les protègent d'éventuels prédateurs. De temps à autre, les tisserandes construisent même pour leur cher bétail des écrans de protection en soie. À l'intérieur de l'étable miniature, la traite des cochenilles peut s'opérer en toute tranquillité. La petite fourmi Phéidole est une grande coutumière des nids d'araignées à Ghelena. Coutumière au point d'installer son nid au cœur des niches, un domaine que les araignées finissent par ne plus fréquenter. Très agiles sur le réseau de soie, elles ne se font quasiment jamais chasser par les araignées. Les animaux pris au piège près de leur nid deviennent immédiatement leur proie. Les fourmis Phéidoles profitent sans complexe du travail de tissage des Agelena. Malgré les tremblements appétissants du réseau, aucune araignée ne daigne faire le déplacement. Les Phéidoles font d'ordinaire leur nid dans de vulgaires morceaux de bois mort. Ici, elles vivent dans un confort de capture intégral. Un gros papillon sphinx vient de heurter l'une des niches du grand nid.
Plus il se débat, plus il s'emprisonne et plus il attire d'araignées. En moins d'une minute, la soie et le grand nombre ont raison d'une proie 30 à 40 fois plus grosse que les araignées. La région la plus musculeuse se trouve entre les ailes, c'est la plus appréciée. Le repas pentagruélique, qui aurait pu durer une dizaine d'heures, débute tout juste quand une escouade de petites profiteuses fait soudain son apparition. Les fourmis féidoles, elles aussi, sont sensibles aux vibrations du réseau. Dans un premier temps, les araignées tentent de protéger leur acquisition. Trop petites pour être mordues, les fourmis féidoles empestent l'atmosphère de leur spray venimeux. Plus le temps passe, plus elles sont nombreuses. Rapidement, les araignées ne pensent plus qu'à fuir les lieux. 10 minutes plus tard, la proie a changé de propriétaire. En règle générale, les araignées ne profitent jamais directement de la pluie. Les proies sont rares ou totalement absentes, et en fonction de la force du vent et des gouttes, leur toile prend un sérieux coup de vieux. Quand la pluie devient trop forte, les araignées à Galena se réfugient à l'intérieur des niches. Les feuilles mêlées de soie les rendent relativement étanches. Pour les grandes toiles, à la soie fine et serrée des nids d'Agelena, chaque grosse pluie est une véritable catastrophe naturelle. Les niches ressemblent à de vieilles serpillières mouillées. Quant aux nappes de chasse et aux fils verticaux, dans la plupart des cas, il n'en reste rien. Tout est à refaire. Et même si quelques araignées commencent à poser ici et là des fils sur le toit des niches, c'est à la tombée du jour que la société commencera le réel travail de reconstruction. Pour le piège vertical, il faut à nouveau grimper sur la végétation environnante pour relancer de nouveaux fils. Les soirs de grande reconstruction, le temps de tissage dure souvent une demi-heure de plus que d'habitude. Les nappes de chasse se reconstituent au gré du passage des araignées. Mais il faut bien 3 ou 4 soirs de tissage pour que ces toiles puissent arrêter de grosses proies. Ainsi, pendant la saison des pluies, les Agelena sont très discrètes. Elles ne se reproduisent quasiment pas et leur nombre diminue drastiquement.
C'est au plus profond des niches, le plus souvent à l'intérieur d'une vieille feuille recroquevillée, que les Aguelena pondent. Après s'être accouplée, la femelle fabrique une petite toile de soie d'1 centimètre de large sur laquelle elle pond une dizaine d'œufs. Elle enferme ensuite ses œufs dans un cocon qu'elle recouvre d'un camouflage végétal. Chez les Aguelena, les mâles sont un peu plus petits que les femelles et nettement moins nombreux qu'elles. Ils participent à la vie de la société d'une manière quasi normale, à l'affût des femelles prêtes à être fécondées. Au cœur de la saison sèche, certaines feuilles sont remplies de cocons. Ces chambres à cocons servent aussi de refuge en cas de danger. Les œufs fraîchement pondus mesurent moins d'1 millimètre de diamètre. Une semaine plus tard, un embryon se forme à l'intérieur. Les pattes et certaines structures du corps sont déjà visibles. L'éclosion a lieu 3 semaines après la ponte. Les bébés attendent sagement dans le cocon une dizaine de jours, le temps que leurs organes terminent leur formation. Lorsqu'elles quittent le cocon, les petites araignées sont déjà aptes à consommer les minuscules proies que les adultes leur apportent de temps à autre au cœur des niches. Au fil des jours, les jeunes deviennent de plus en plus mobiles et s'approchent des sorties des niches. Quelques semaines après la sortie du cocon, elles sont déjà capables de se promener sur la toile de chasse et n'hésitent pas à rejoindre les adultes pour participer à un repas collectif. La tâche n'est pas toujours aisée, car la compassion des adultes pour les petits semble s'arrêter à la non-agressivité. Ici, le premier arrivé est toujours le mieux servi. Mais le repas est soudain interrompu par l'arrivée d'une colonne de magnons. Ces redoutables fourmis carnivores, dont les colonies comptent parfois plus d'une trentaine de millions d'individus, sont réputées pour les ravages qu'elles occasionnent. Mais la soie n'est pas leur élément favori. Un demi-tour s'opère presque instantanément. Les fourmis qui ne parviendront pas à quitter le labyrinthe de soie subiront le châtiment réservé aux proies. Un magnon isolé et empêtré n'a plus rien de redoutable.
Dans les régions où la forêt est très broussailleuse, une autre espèce d'araignée, la Cyrtophora, tente elle aussi de vivre en société. Ces toiles peuvent couvrir des surfaces impressionnantes, mais la structure du nid est très différente de celle des araignées Agelena. L'agencement en niche, toile de chasse et fils verticaux est absent. Chaque adulte possède une toile horizontale unique, reliée aux autres ou à la végétation par un réseau de fils désordonnés. En fait, la société des araignées Cyrtophora est nettement moins aboutie que celle des Agelena. Il s'agit plutôt d'un voisinage non agressif d'araignées solitaires. Quand un insecte pénètre la montagne de soie, il a peu de chances d'en ressortir. La juxtaposition des toiles au cœur d'un grand réseau augmente les capacités de piégeage des proies. Quand une proie se fait capturer sur une toile personnelle, la propriétaire des lieux s'en occupe d'une manière tout à fait classique, emmaillotage, transport, empoisonnement et dégustation. Par contre, si la proie s'immobilise dans le réseau intermédiaire, c'est la première arrivée qui devient propriétaire du butin. Ici, la chasse collective n'existe pas. Si une seconde araignée intervient, c'est plutôt pour tenter de dérober la proie de sa voisine, mais sans grande conviction. L'immense toile ressemble plutôt à un immeuble de copropriétaires indépendants. À part l'accouplement qui impose une rencontre passagère, tout chez les Cyrtophora s'opère dans son petit coin. Chaque femelle pond ses œufs dans un cocon juste au-dessus de sa toile et le garde jalousement jusqu'à la naissance des petits. Les jeunes restent groupés quelques semaines avant de fonder leur propre toile individuelle et ne jouissent pas de la protection de leur mère. Une araignée argirode, aussi discrète qu'intéressée, parvient souvent à pénétrer la forteresse sans se faire remarquer. Elle s'intéresse de très près aux bébés Cyrtophora. Elle s'approche lentement des petits et en mord un au hasard. Quelques minutes plus tard, il ne lui reste plus qu'à prélever la marchandise pour la consommer tranquillement à quelques centimètres de là.
Les Gabonais connaissent bien les grands nids d'Aguelena. Absolument inoffensifs, ils ne provoquent pas la moindre réaction de peur. De jour, les araignées sont peu nombreuses à l'extérieur des niches. De plus, elles se cachent au moindre dérangement. Les êtres de grande taille participent involontairement à la dissémination des Aguelena. Il suffit qu'un morceau de nid contenant quelques araignées soit emporté à une distance respectable. Quelques jours plus tard, la portion de nid est déjà entourée d'une toile de chasse et de fils verticaux. Il faudra 2 ans, quelques centaines d'œufs et des kilomètres de soie pour que le nouveau nid couvre plusieurs dizaines de mètres carrés. Les chenilles des papillons de nuit possèdent une glande à soie près de l'orifice buccal. Cette soie sert principalement à s'accrocher au support et à fabriquer le cocon. Mais certaines chenilles l'utilisent également pour se protéger des prédateurs, fourmis et insectivores en tout genre. En fonction de l'espèce de papillon, la construction de soie peut être sommaire ou particulièrement originale. Les chenilles des papillons saturnides se confectionnent une jolie cotte de mailles en soie surmontée d'une mini palissade de brindilles. Ici, la soie ne sert pas seulement à former un cocon dans lequel la chenille se transforme en papillon. Il s'agit d'une armure permanente qui se referme au moindre danger extérieur. Pour les heures de repos, la chenille se fixe à une branche avec de la soie. Puis, elle s'enferme dans son armure. Les indiscrets sont priés de rester dehors. Après une nuit de chasse, quand la rosée matinale décore le réseau de soie, les araignées Aguelena rejoignent le cœur des niches pour une journée de repos. Pourtant, au cœur de la saison sèche, un dernier tour sur la toile s'impose. La rosée est la seule boisson que leur autorise la nature.
À quelques mètres de là, les fourmis Laboriosa s'activent également sur les gouttes de rosée parsemées au gré des feuilles. Mais le plus étonnant, c'est de rencontrer ces mêmes fourmis s'abreuver directement sur les nids d'araignées Agelena. La petite taille des gouttes leur faciliterait-elle la tâche ? Ou bien sont-elles ici pour une autre raison? Les araignées ne les attaquent pas systématiquement et les fourmis ne semblent pas particulièrement apeurées. L'explication de leur présence chez les araignées se trouve dans la structure même du nid des fourmis Laboriosa, situé à une dizaine de mètres de là. La taille de leur nid de brindilles est celle d'une grosse orange. 2 orifices permettent la communication avec l'extérieur. L'intérieur se divise en 2 ou 3 loges dans lesquelles la reproduction de la colonie est assurée. À l'arrière du nid, les fourmis sont en train d'effectuer des travaux d'agrandissement. Apparemment, il s'agit d'emboîter les brindilles les unes dans les autres. Et c'est à ce sujet que la vie des fourmis Laboriosa rejoint celle des araignées Agelena. Car la cohésion des brindilles est assurée par de la soie. Les fourmis doivent impérativement la voler aux animaux qui en fabriquent. Le nid d'Agelena est une réserve inépuisable. Mais on ne pénètre pas la forteresse sans prendre quelques risques. Heureusement, les fourmis Laboriosa sont presque aussi rapides sur la soie que les araignées elles-mêmes. La fourmi choisit un endroit éloigné des niches et commence son travail de récolte illicite. Le but est de confectionner une boule de soie bien compacte de façon à pouvoir la transporter le plus facilement possible. Quand le volume de soie est idéal, la fourmi peut rejoindre son chantier. La communauté s'empare immédiatement de la petite boule. Quelques secondes plus tard, elle est partie intégrante du nid de fourmis. Pour les araignées Agelena, ces vols de soie sont du domaine de l'anecdote. Tous les soirs, elles sont des centaines à renforcer, réparer ou reconstruire leur superbe toile. Mais n'oublions pas que la beauté est un jugement qui dépend de la taille de l'observateur. Si nous mesurions 5 cm de haut, ce joli travail communautaire, exceptionnel dans le monde des araignées,
prendrait certainement l'aspect d'un labyrinthe peuplé de redoutables tueurs, au bout duquel une fin cruelle nous attend.